Alors, je disais merci déjà à tous ceux qui sont présents et merci beaucoup pour votre présence encore aujourd'hui. Ça, c'est notre deuxième réunion. Le mois dernier, on a eu une réunion qui était qui a vraiment été couronnée de succès. Et cette fois-ci, nous avons encore eu l'occasion de tenir une autre réunion concernant la gouvernance de Cardano. On aimerait faire comprendre à ceux qui sont nouveaux, qui ne maîtrisent pas forcément comment fonctionne la blockchain de Cardano maintenant avec Intersect, de prendre connaissance pour pouvoir vraiment s'y impliquer. Et l'une des raisons, l'une de nos motivations vraiment, c'est de pouvoir porter la voix de la communauté francophone parce que on s'est rendu compte qu'on est, bon, je ne dirais, on a une barrière linguistique qui s'impose. Ça n'affecte pas seulement les francophones, ça affecte aussi les autres communautés. Et bon, nous avons trouvé ce moyen de permettre que vraiment la communauté francophone soit aussi impliquée dans euh, l'écosystème et trouver sa valeur. Et à la fin de cette présentation, nous aurons un quiz et il y aura les personnes qui vont donner des bonnes réponses auront des récompenses en EDA. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, comme je le disais, je vais présenter je vais être animatrice, mais Boaz va me rejoindre aussi plus tard pour couvrir une deuxième partie. Et nous allons parler de la gouvernance de Cardano, comme je le disais. Nous allons explorer en détail comment fonctionne ce système. C'est un système unique de gouvernance qui est décentralisé. Et nous allons voir comment chacun peut y participer activement, y compris les francophones, et la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et donc, la gouvernance de Cardano a connu une transformation majeure avec la mise à niveau de Chan, Chan qui est un hash fork. Et ce changement représente une étape cruciale vers une véritable décentralisation. Et désormais, ce sont les détenteurs d'EDA qui ont le pouvoir de façonner l'avenir de l'écosystème. Et c'est un système démocratique où chaque EDA compte vraiment et cela permet soit une participation directe, soit une délégation à des représentants de confiance. Et c'est justement le point que Boaz va couvrir. Il va nous parler des D-Reps qu'on appelle représentants délégués. Il va nous dire qui ils sont, qui peut devenir D-Rep, quelles sont les conditions et comment on peut devenir D-Rep. Maintenant, parlons des piliers de la gouvernance. La gouvernance de Cardano repose sur trois piliers fondamentaux. Premièrement, nous avons la prise de décision on-chain qui garantit la transparence et l'immuabilité des décisions. Vous savez tous que la blockchain de Cardano repose sur un système de transparence qui fait que lorsque les données sont enregistrées sur la blockchain, il n'y a pas possibilité que ces données-là soient altérées ou modifiées. Donc, nous avons la gouvernance en chaîne, on-chain, et cela garantit vraiment une transparence et le fait que les décisions ne sont pas immuables. Deuxièmement, on a la constitution de Cardano qui sert de boussole éthique et technique en même temps. Et enfin, nous avons des institutions comme Intersect que nous représentons aujourd'hui. Nous avons également Cardano Foundation et bien d'autres qui sont des structures qui apportent un support à l'écosystème. Et ces trois éléments travaillent en synergie pour assurer une gouvernance équilibrée et efficace. Et nous allons maintenant voir les trois acteurs, pas les trois acteurs, les acteurs clés, même si ce sont trois acteurs, effectivement. Les acteurs clés dans cet écosystème, on en a trois qui jouent des rôles vraiment cruciaux. On a les D-Reps, et comme je le disais tantôt, Boaz va nous rejoindre. Je ne sais pas s'il est déjà là, mais il va nous rejoindre pour en parler plus en profondeur. Donc, les D-Reps sont les véritables ambassadeurs des détenteurs d'EDA. Donc, ce sont eux qui portent la voix de la communauté. C'est comme des, des députés à l'Assemblée nationale. Donc, les députés parlent pour la communauté, ils portent la voix du peuple. Voilà.
Et deuxièmement, nous avons le comité constitutionnel et c'est une communauté qui veille au respect des principes fondamentaux. Ce sont eux d'ailleurs qui se chargent de la mise en vigueur de la Constitution de Cardano qui a été récemment ratifiée. Et troisièmement, nous avons les SPO. Je pense que j'en ai parlé brièvement lors de notre réunion passée. Et les SPO sont des piliers techniques du réseau et ils contribuent à la sécurité et également à la décentralisation. Et chacun de ces acteurs apporte une perspective unique et nécessaire à la gouvernance. Et nous allons maintenant parler des trois types d'actions de gouvernance. Nous avons évoqué cela un peu plus haut. Et donc, Cardano propose 7 types d'actions de gouvernance qui sont distincts les uns des autres. Nous avons la motion de censure. On peut souvent entendre parler de... En fait, ces mêmes termes-là peuvent apparaître souvent lors de mots au Parlement et tout ça. Donc, ce sont des termes qui sont pas très différents de la vie réelle. Parce que Cardano, vous devez le comprendre, est devenu comme une nation digitale avec vraiment des structures qui ressemblent beaucoup aux structures de gestion d'une nation réelle. Nous avons la motion de censure. C'est un mécanisme qui permet à la communauté de retirer sa confiance au comité constitutionnel actuel. Donc, ça veut dire que s'il y a des failles au niveau de la gestion du comité constitutionnel, voilà, il peut avoir une motion de censure et ça constitue une action de gouvernance. La communauté peut voter pour, voilà, rectifier cela. Et cela peut également être initié si le comité n'agit pas dans l'intérêt de l'écosystème. Et cela nécessite un vol significatif des DREP pour être adopté. Deuxièmement, nous avons comme type d'action de gouvernance la mise à jour du comité constitutionnel ou des seuils de vote. Donc, ceci permet de modifier la composition du comité constitutionnel. On peut décider, par exemple, à travers cette action de gouvernance de réduire ou d'augmenter le nombre de membres du comité constitutionnel. Et cela permet également d'ajuster les seuils de vote nécessaires pour différentes actions. Et ça sert à maintenir l'équilibre et l'efficacité du système de gouvernance. Troisièmement, nous avons la modification de la Constitution. Donc, si on arrive à, on vient de ratifier une Constitution, la Constitution n'est pas définitive parce que lorsqu'on avait des discussions autour de cette Constitution, on était tous d'accord qu'elle n'est pas parfaite et qu'elle est sujette à des modifications. Donc, au cas où il y aurait quelqu'un qui voudrait proposer des modifications à la Constitution, cela ferait l'objet d'une action de gouvernance en bonne et due forme. Donc, cela concerne les changements de règles fondamentales de gouvernance de Cardano et cela peut modifier les principes directeurs de l'écosystème. Et cela requiert effectivement généralement un consensus très important. Donc, quatrièmement, on a l'initiation d'un hash fork. Ça aussi, ça constitue une action de gouvernance. On a ensuite les changements des paramètres du protocole. Voilà, on a le retrait du trésor. Chaque retrait qu'on effectue au niveau du trésor nécessite une action de gouvernance. Donc, cela concerne l'utilisation des fonds du trésor de Cardano. Et cela permet au financement des projets de développement et d'amélioration. Cela nécessite une justification claire et un vote direct. Donc, voilà pourquoi cela peut faire l'objet d'une action de gouvernance. Et enfin, nous avons les mises à jour informatives. Voilà, pour des mises à jour informatives, cela constitue également une action de gouvernance. Et chaque type d'action répond à un besoin spécifique de l'écosystème. Ces mécanismes permettent d'adapter et d'améliorer continuellement la plateforme tout en maintenant sa stabilité et sa sécurité. Maintenant, j'ai parlé tantôt des HFOC, le HFOC champ numéro 2. Et l'avenir de Cardano s'annonce vraiment prometteur avec ce HFOC-là. Et cette mise à niveau va renforcer davantage la décentralisation et le rôle des DREP. Elle va introduire de nouveaux mécanismes pour une distribution plus équitable du pouvoir de vote, assurant ainsi que même les plus petits détenteurs d'État aient leur mot à dire dans la gouvernance. Et maintenant, je vais parler de comment participer. C'est vrai que
comment participer à la gouvernance de Cardano. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur le rôle des D-Reps parce que nous voulons quand même que dans la communauté francophone, il y ait des D-Reps aussi qui naissent. Et lors de la présentation de Boaz, vous allez comprendre que ce n'est pas quelque chose qui est loin de notre portée. Chacun peut le faire. Il suffit juste de remplir une légère condition. Et il va également nous montrer les avantages d'être un D-Rep. Voilà. Donc, la participation à la gouvernance de Cardano est ouverte à tous les détenteurs d'État. Que vous souhaitiez devenir direct ou simplement déléguer votre vote, votre contribution importante. Donc, j'ai parlé de devenir direct ou bien de déléguer son vote. Et je pense que, comme je l'ai dit, il va mieux expliquer parce que vous pouvez venir voter en votre propre nom ou alors déléguer votre pouvoir de vote à un direct pour qu'ils puissent, parce que les D-Rep, en fait, sont ceux-là qui viennent représenter la communauté dans les prises de décision. Comme j'ai donné l'illustration des députés à l'Assemblée nationale. Lorsque tu donnes ton pouvoir de vote, ça veut dire que tu délègues des EDA à un D-Rep, tu es en train de lui donner le pouvoir de parler pour toi, de prendre des décisions pour toi. Et c'est beaucoup plus avantageux. Et nous savons que le pouvoir d'un D-Rep est fonction du nombre d'États qui lui sont délégués. Et sans plus tarder, je pense que nous n'allons pas, je ne vais pas trop m'attarder. Je vais juste passer la parole à toi s'il est déjà là. Il va continuer avec la présentation. Donc, nous allons voir qui sont les D-Reps, quel est leur rôle, comment est-ce qu'on peut devenir un D-Rep dans l'écosystème de Cardano, quels sont les avantages qui y sont attachés et pourquoi quelqu'un devrait même décider d'être un D-Rep. Donc, merci pour votre attention et je passe la parole à Boaz maintenant. Bonjour Boaz. Bonjour, bonsoir tout le monde. Vous me captez très bien? Oui, oui, on t'entend très, très bien. Voilà, merci beaucoup et bienvenue à tout le monde qui participe à cette session francophone. Je vais essayer de brosser succinctement et superficiellement les rôles de DIREP, tels que vous le savez. C'est un des grands rôles dans la gouvernance des Cardano. Je vais commencer par donner peut-être certaines définitions et je vais aller vite, vite, comme certains d'entre vous ont déjà écouté parler des DIREP et de la gouvernance des Cardano. C'est que ça sera seulement mettre des points sur les i, les barres sur les t, les trous dans les o. Voilà, et s'il y a des questions, nous serons contents de les répondre ici ensemble. Et s'il y a quelqu'un qui a une idée de ce qu'il s'agit, il pourra aussi contribuer parce que ça peut faire tout simplement un sujet de discussion. Alors, en parlant des DRP dans Cardano, c'est de l'anglais, comme vous le savez. C'est la forme contractée des Delegated Representative, en français, représentant délégué. Un représentant qui est envoyé, qui est délégué ou à qui on donne un certain pouvoir. Donc, c'est une personne ou une entité qui se voit attribuer un droit de vote par une délégation d'autres portefeuilles. Parce qu'il y a une représentation quelconque à laquelle on donne ses voix à partir du wallet, donc des nombres d'EDA qu'on a. C'est presque comme le staking pour ceux-là qui en ont déjà fait et qui va chaque fois voter ou, comme qui dirait, parler au nom de ces autres-là. Et comme qui dirait, c'est comme nos parlementaires au niveau de nos pays, pour ceux-là qui en ont, parce qu'on les envoie pour qu'ils puissent plaider à notre cause. Mais la différence, telle que je l'ai souvent dit ici, est que ce représentant ici dans la communauté Cardano et que vous pouvez retirer votre voix à n'importe quel temps. Donc, si vous trouvez qu'il ne représente plus vos intérêts, si vous trouvez qu'il vote sur ce à quoi vous ne vous attendiez pas, vous pouvez directement retirer votre voix. Et quand vous retirez votre voix, vous diminuez son poids à faire passer ce que vous ne voulez pas qu'il puisse faire passer. C'est ça la différence avec les représentants ou bien les parlementaires dans nos différents pays. Alors, un délégateur ou délégateur en anglais, qui est ceci, c'est une personne ou une entité qui décide de déléguer son pouvoir des votes à un direct.
Parce que, par exemple, je ne sais pas si, Laurentine, actuellement vous êtes au Burkina Faso, je pense. Je ne sais pas s'il y a un déléguant à Burkina Faso. Par exemple, ici à Goma, Goma, c'est déjà un direct. Donc, c'est une entité à laquelle on peut attribuer des voix comme direct. Si au Burkina Faso, il n'y a pas encore de direct, et ils peuvent déléguer à Goma. Dans ce cas, eux, ils deviennent des délégateurs ou bien délégateurs en anglais. Et nous, nous sommes en direct, donc représentants délégués. Alors, il y a aussi celui qu'on appelle EDA holder en français, détenteur des EDA. Celui-là, c'est une personne en possession de la crypto native de Cardano qu'on appelle EDA. C'est celui qu'on appelle EDA hold. Lui aussi, il paie, quand il délègue, c'est bien sûr celui qu'on appelle délégateur. Voilà. C'est ça d'une manière pratique. Dans cette matière de gouvernance et des délégats, on ne peut pas passer sans parler des CIP à 1694 et ce que les Anglais appellent CIP à 1694. Bon, pour ceux-là qui écoutent la question de la gouvernance depuis un certain moment, ils écoutent beaucoup plus ces termes ici. CIP 1694, c'est la forme contractée des Cardano Improvement Proposal 1994. C'est quoi la CIP 1694? Ceci a été introduit dans un nouveau modèle de gouvernance sur chaîne pour Cardano. Donc, ça vise à faire progresser le système de gouvernance actuel en veillant à ce que chaque détenteur de EDA ait son mot à dire dans la gouvernance de Cardano. Et vous aurez votre mot à dire à partir de votre direct, parce que c'est lui qui va voter, qui va parler à votre place. Euh, cette proposition, euh, Laurentine, vous pouvez nous aider à dire ce que ça veut dire Cardano Improvement Proposal en français, s'il vous plaît, avant que je puisse Et continuer. je vais traduire littéralement Cardano Improvement Proposal, c'est genre une proposition pour l'amélioration de peut-être la structure de Cardano. Voilà, c'est ça juste. C'est une proposition de l'amélioration des Cardano, de la structure Cardano. Voilà. Alors, cette proposition présente cette proposition ici, CIP 1694, parce qu'il y a d'autres CIP. Il y en a CIP 001, la toute première, d'ailleurs celle qui définit ce que toutes les CIP doivent faire au cours des années. Maintenant, celle-ci, 1694, présente un modèle tricaméral composé d'opérateurs de poules de participation. Donc, quand je parle de tricaméral, bon, je ne sais pas, il y a dans des pays comme la RDC, on parle des chambres bicamérales. Là, on voit les parlements et l'Assemblée nationale. Ici aussi, quand on parle des tricamérales, il s'agit de trois structures, trois rôles, trois entités. Alors, ce sont les opérateurs des stock pools qu'on appelle SPO, des représentants délégués, les directs, et d'un comité constitutionnel CC ou CC en anglais, et chacun ayant des responsabilités et des rôles différents. Voilà, c'est tout ça, c'est défini dans les Cardano Improvement Proposal 1694. Voilà, et je vais essayer de sursauter un peu l'affaire des routes de Cardano pour vous montrer d'où les directs viennent et pourquoi maintenant c'est introduit, par exemple, euh, dans quelle période de la gouvernance de Cardano. Alors, tel que vous le savez, dans la blockchain Cardano, nous avons cinq phases qu'on appelle des ères, dont Baryon, Shelley, Gauguin, Basho et Voltaire. Alors, la fondation Cardano à l'ère Barrio a été marquée par des premiers développements technologiques cruciaux et elle a également été marquée par la création d'une communauté introduite en 2017. Ce fut le début de cette aventure-là. Nous sommes en Barrio en 2017. Deuxième phase, cette période de croissance qu'on appelle Shelly
et de développement, désormais, la communauté prend euh, part à la sécurisation de la blockchain et reçoit des récompenses pour sa participation. L'implication de la communauté commence ici. C'est qu'on voit les stake pools qui commencent. Pour rappel, à l'ère Barrio, les adresses wallets commençaient avec des et une suite comme ça, contrairement à l'ère Shelly, où les adresses commencent avec ce que vous voyez aujourd'hui, les ADDR1. Ça, c'est vraiment populaire. Si on vous demandait votre adresse wallet, je pense que vous n'allez pas commencer à donner une suite qui ne commence pas avec ADDR1. Même tous les novices savent ça. La phase suivante, c'est celle de Gochen. Après celle des décentralisations, c'est celle des smart contracts. Pourquoi Shelly a été appelée phase de décentralisation? Parce que le pouvoir a été donné à la communauté pour prendre part à la sécurisation de la blockchain Cardano. Vous savez, si vous ramenez actuellement un stake pool dans Cardano, vous faites partie de ceux-là qui contribuent à la sécurisation de notre écosystème. Alors, j'étais déjà chez Godgen, l'ère des contrats intelligents, qu'on appelle en anglais smart contracts. Je ne vais pas en parler beaucoup plus. Bon, vous savez, un contrat tel que moi je l'ai souvent défini, c'est un accord entre deux personnes ou des organisations, ou une organisation avec une personne. Maintenant, ici, quand on parle de contrat intelligent, c'est un contrat qui s'auto-exécute, qui n'a pas au cours des temps besoin d'une personne derrière pour qu'il il soit exécuté. Ça s'exécute automatiquement sur la blockchain. Ces contrats intelligents vivent les jours dans l'ère des Goldgen. Alors, l'introduction des contrats intelligents va propulser la création des DApp, Decentralized Applications, ou en français des applications décentralisées, et ainsi offrir des utilités pour l'usage de la blockchain. L'ère suivante, c'est la quatrième phase, c'est le batch. Euh, et ici, on parle de scaling. C'est de l'anglais. Scaling, je ne sais pas, en français, on va parler de quoi? Mais par explication, scaling, ici, il s'agit, vous voyez, quand la communauté croît, il y aura plusieurs transactions des données qui peuvent être, je ne sais pas, des NFT, des cryptos, plusieurs données. Alors, quand il y a plusieurs données, les réseaux peuvent avoir des congestions. Alors, la solution aux congestions, c'est le scaling. Il faudra qu'on puisse développer des méthodes à ce que les réseaux ne puissent pas péter les plombs. C'est ça le temps qui peut-être convient quand ça va recevoir plusieurs transactions à la fois. C'est cela qu'on a pensé au scaling. Voilà, la scalabilité. C'est ça en français des Cardano. Parce que c'est parmi les trois caractères que vous connaissez. Quand on parlait de la scalabilité, l'interopérabilité, et la sécurité. Alors, Bash vise à améliorer les performances sous-jacentes du réseau Cardano afin de mieux soutenir la croissance et l'adoption d'applications avec un volume de transactions élevé. Parce que quand nous sommes nombreux, qu'on ne puisse pas venir nous dire non, il y a pas moyen d'envoyer des Goma, vous ne pouvez pas envoyer des cryptos en Côte d'Ivoire, ou je ne sais pas où. Parce qu'il y a beaucoup de gens, attendez que les autres passent. Alors, ils ont trouvé la solution de la scalabilité. Et dans la feuille des routes, la phase dernière, pour donner complètement le pouvoir à la population, ou mieux le dire, à l'écosystème, à la communauté de Cardano, c'est l'ère de Voltaire qu'on appelle l'ère de la gouvernance. C'est ici où nous sommes, depuis quelques années déjà. Les débats ont commencé en 2022 et aujourd'hui, nous sommes en 2025. Le rêve est devenu réalité. Il y a eu des travaux acharnés en 2024 pour que cela puisse arriver, des workshops, des gens ont voyagé pour ça et ça a donné vraiment quelque chose de consistant. Alors, l'ère Voltaire de Cardano fournit les derniers éléments nécessaires pour que les réseaux Cardano deviennent un système autonome. Voltaire introduit un mécanisme de gouvernance qui remet les pouvoirs aux détenteurs des EDA. C'est ici où Charles Hoskinson va dire en décembre, ça doit avoir été les 5 ou les 6, je ne me rappelle pas bien, où il va dire ma feuille de route est terminée et c'est la feuille de route de la communauté Cardano qui va commencer. Notre raison d'ailleurs ici est à en parler
pour que nous ne puissions pas avancer dans des choses que nous ne maîtrisons pas. La feuille de route des Charles Hoskinson est déjà terminée et c'est à nous de prendre les choses en main. Laurentine, je ne sais pas si j'ai combien de minutes parce que là, j'ai commencé à sentir comme s'il y a de l'électricité et que je vais beaucoup, beaucoup plus parler et continuer. Ok, vas-y. Après ça, nous avons. Donne-nous juste, parle et donne-nous juste assez de temps pour répondre aux questions et passer au quiz. On aura une séance de quiz à la fin des questions-réponses. Donc, je peux t'accorder Ok, encore peut-être 10 minutes. ça va, je vais en tenir compte. Chez moi, ici, c'est 32. C'est qu'à 42, je dois avoir terminé. Ça marche. Ça va, merci beaucoup. Alors, la gouvernance introduite par Lair Shelley, voici les conceptions actuelles. Qu'est-ce qu'on dit dedans? Qu'est-ce qui se passe? Que la terminologie, quoi. Alors, nous avons ce qu'on appelle action de gouvernance. Les mécanismes ici de gouvernance de Cardano existaient déjà sur la chaîne Cardano, ce qu'on dit en anglais on-chain, introduit à l'ère de Shelley, est capable de modifier les valeurs des paramètres du protocole, y compris lancer des hard forks, HF, c'est comme ça qu'on l'abrège. Alors, et également, par cela, ce sera capable de transférer EDA hors des réserves et du trésor et également de placer EDA entre les réserves et les trésors. Alors, autre terminologie, ce sont les clés de gouvernance. Cette clé de gouvernance est auparavant détenue par les entités fondatrices que vous connaissez tous ici, Emurgo, Cardano Foundation et IOHK, sont utilisées pour autoriser les actions de gouvernance. Et actuellement, les clés se retrouvent entre les mains des comités constitutionnels. Alors, également, ce que vous devez savoir en ce qui concerne les clés de gouvernance, c'est qu'un quorum de 7 clés sur 7 est nécessaire pour la validation de quelque chose. Donc, si seulement 4 personnes ont dit non, oui, je voulais dire, cela ne sera pas pris en compte parce qu'il faut 5 sur 7, c'est ça les quorums. À part ça, il y a les lacunes de la gouvernance actuelle. Et ça, et il est difficile de suivre les mouvements de la trésorerie jusque-là. Bon, il y a un moment, il n'y avait pas de documents bien définis, mais tout cela est en train d'être résolu au fur et à mesure que la communauté prend conscience de ce qu'elle doit faire avec ce on lui a accordé. Maintenant, la conception de la gouvernance en chaîne des Cardano. Qu'est-ce qu'il y a à retenir ici? Il y a trois piliers de la gouvernance. Ou bien, comme je n'ai pas de temps, ça, vous pouvez lire au quartier. Moi, je vais sauter pour aller beaucoup plus parler des délégats. Bon. Et tel que vous le savez, tout le monde peut les devenir, hein, parce que vous êtes libre de le faire et puis battre campagne de votre côté pour que vous puissiez avoir des gens qui vont déléguer chez vous, présenter vos valeurs, dire ce que vous allez faire avec leur voix qu'ils vous accordent. Mais chacun est libre de les devenir. Et jusqu'ici, on continue à encourager les gens à devenir direct. Et là, vous allez commencer les sites où vous devez aller à vous inscrire pour devenir direct, c'est GavTool, donc gav.tool, gav.tool. Et là, vous allez suivre des procédures. On va vous demander si vous voulez déléguer vos aides après avoir connecté votre wallet, bien sûr, ou si vous voulez devenir un représentant. Là, il y a de la matière suffisante actuellement. Si vous êtes prêt à recevoir, je peux vous envoyer même des documents déjà traduits en français pour que vous puissiez vous ressourcer. Et également, je pourrais être à mesure de vous accompagner tout au long du processus, bien sûr jusqu'à mes limites, pour savoir comment ça fonctionne. Alors, vu qu'il n'y a pas assez de temps, je pourrais également vous parler des attentes de la communauté par rapport au DIREP. Un DIREP peut des fois être un leader communautaire parce que si vous n'en êtes pas un, trouver des gens qui vont déléguer chez vous, c'est pas du tout facile. Un DIREP doit être transparent, doit à chaque fois dire sur quoi
il est en train de voter, comment il est en train de les faire. Euh, Également, les minimum asks, c'est l'un des principaux objectifs de la délégation et d'améliorer la qualité de la prise de décision et de créer un paysage plus égalitaire en matière de pouvoir de vote. C'est comme des caractéristiques d'un direct exemplaire, je dirais. Voilà. Je ne vais pas beaucoup plus parler encore ou bien parler rapidement parce que l'objectif n'est pas vous faire comprendre, mais de poursuivre les choses lentement. S'il y a des questions ou s'il y a des choses que je peux pu laisser, peut-être on va y répondre au courant des questions. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Boaz. Merci pour cette brillante présentation. Alors, nous allons passer rapidement aux questions vu le temps qu'il fait. Et merci de nous avoir donné assez de temps pour les questions. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On est là pour vous répondre à toutes vos questions. D'accord. Je vais passer la parole à Faustin. Tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Question, contribution, voilà. Si quelqu'un a une contribution à donner, quelque chose à ajouter, voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Merci beaucoup, madame, pour la question. Lorsque vous avez parlé sur les types des actions de gouvernance, euh, vous avez fait comme si vous survoliez. Moi, j'aimerais encore une répétition pour une meilleure compréhension. Si Boise aussi, vous voulez parler sur les types des actions de gouvernance, vraiment, je solliciterais qu'il puisse encore parler sur ça. D'accord. Je vais peut-être, je propose de vous envoyer, de partager le document plus tard. Mais s'il faut y revenir, je disais que nous avons 7 types d'actions de gouvernance. Nous avons le premier type qui est la motion de censure. Voilà, s'il faut revenir là-dessus avec toutes les explications, ça va prendre du temps. Nous avons la motion de censure, nous avons la mise à jour du comité constitutionnel, nous avons les modifications de la Constitution. On a également l'initiation d'un hard fork, on a les changements de paramètres du protocole, on a le retrait du trésor. Quand on veut faire des retraits de fonds, on a ensuite la mise à jour des informations. Mais je pourrais vous envoyer le document en français pour plus de compréhension. Est-ce que c'est bon? Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, s'il vous plaît? J'ai- à- à- Est-ce que j'ai répondu à ta question? À Faustin. Faustin, tu es avec nous. Est-ce que tu es satisfait de la réponse? Et si Boaz pourrait ajouter quelque chose, ou bien Martin, je vois Martin là qui pourrait également ajouter quelque chose. Oui, je suis à moitié satisfait, sauf que j'aimerais me demander, lorsque quelqu'un propose une action, soit de réaliser une activité visant à éduquer la blockchain, si la blockchain Cardano en dehors des projets Catalyst, et s'il soumettait cette proposition comme une action de gouvernance, ça pourrait être classé parmi quel type d'action de gouvernance? Merci. Non, je ne pense pas que cela nécessiterait une action de gouvernance. Nous avons des grants, des fonds qui sont mis à la disposition de la communauté pour organiser différents projets. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que le budget a été déjà, je pense que le budget a déjà été lancé. Et nous avons différents comités qui se chargent de cela. On a les comités et ce qu'on appelle les working groups. Donc, si quelqu'un a besoin d'obtenir des financements pour organiser quelque chose, une activité ou quoi que ce soit, ce qu'il faut savoir, c'est de regarder le bien, en fait, vu l'activité que la personne veut organiser, essayer de voir sous quelle catégorie à quelle catégorie cela peut correspondre, peut-être à quel working group dois-je m'associer ou bien
je dois soumettre mon projet à quel comité. Donc, je pense que je vais retrouver le lien et je vais le partager. Si Boaz aussi a ce lien-là, je pense que ça a été publié et je pense que nous allons essayer de mettre ça à la disposition de la communauté, quoi. Pour répondre à ta question, si quelqu'un veut organiser des activités éducatives, ça ne peut pas faire l'objet d'une action de gouvernance. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose, poser des questions, apporter des éléments de réponse? Désolée, je ne voyais pas vos mains. Je vais donner la parole à, je ne sais pas qui a levé la main avant, mais je pense que ça doit être Paul Mupenda. Je passe la parole à Paul Mupenda et ensuite Honoré. Oui, bonsoir. J'espère que vous allez me capter. La connexion Internet est un peu foutue de notre côté. Je ne sais pas si vous me captez. Oui, oui, on vous entend très bien. D'accord. Au fait, ce que venait de poser Faustin comme question, on a déjà discuté de cela. Je pense que c'est possible de poser une action de gouvernance pour organiser ce genre de choses. Mais après plusieurs réflexions, on s'est rendu compte que ça créerait beaucoup d'actions de gouvernance pour pouvoir juste organiser un workshop et tout ça. Et c'est pour ça qu'on a préféré organiser tout ça autour d'Intersect et autour de la budgétisation qui a été faite, donc avec les roadmaps annuels. Mais je pense qu'il est toujours possible de poser une action de gouvernance en dehors d'Intersect et en dehors des grants qui existent déjà. Je pense que c'est peut-être là où il faudrait trouver, à moins qu'il y ait eu des changements, mais la dernière fois que j'ai consulté les documents, c'était possible. Et d'ailleurs, c'était la raison pour laquelle un certain nombre d'organisations, notamment les MBO créés par la Cardano Foundation, donc, ne voulaient pas participer à Intersect parce qu'ils se disaient qu'ils ont la possibilité et même de poser des actions de gouvernance directement sans passer par Intersect ni passer par les différents grants qui existent déjà. Merci beaucoup. Voilà, justement, j'avais répondu à cette question en considérant que nous sommes dans le cadre d'Intersect. Effectivement, bon, si c'est organiser quelque chose à petite échelle, je pense que on n'a pas vraiment besoin de soumettre une action de gouvernance. Mais en ce moment, par exemple, nous sommes en train d'avoir des discussions autour de la création d'un MBO aussi au niveau de l'Afrique. Voilà, cette idée est née à l'issue de la convention qu'on a eue récemment. Et voilà, quelques participants se sont assis et ont vu que vraiment les choses n'étaient pas faites à l'avantage des Africains et on voudrait créer quelque chose. On est déjà en train d'avoir des discussions autour de la chose. Et si on a une structure pareille qui existe, alors poser une action de gouvernance, par exemple, en disant, OK, nous voulons avoir un catalyste uniquement réservé à l'Afrique. Parce qu'on s'est rendu compte que Project Catalyst tel qu'il est géré en ce moment ne tient pas trop compte des divergences et tout. Donc, voilà. Maintenant, si un individu, tu te lèves de façon individuelle, vraiment, ça n'aurait pas de sens. Franchement, ça ne serait pas... Vraiment, ça ne vaut pas la peine de passer une action de gouvernance pour juste... Voilà. OK, merci beaucoup pour l'élément pour avoir précisé cela aussi. Voilà, je vais passer la parole maintenant à Honoré. Oui, oui, Honoré, tu as la parole, s'il te plaît, si tu es toujours avec. Oui, merci pour la parole m'accordée. Moi, c'est une petite question que je voulais poser. C'est par rapport aux 7 clés de validation. J'aimerais savoir comment ça fonctionne, ces 7 clés de validation des actions de gouvernance. Merci. Je ne sais pas. Boaz, tu peux répondre à cette question.
Allô, Boaz, tu es avec nous? Oui, Paul, tu peux prendre la parole. Oui, en fait, si on doit parler des clés de gouvernance, c'est comme des wallets. Vous voyez, Monsieur Honoré, c'est supposé qu'il y a trois wallets, bon, sept, comme on les avait pour les clés de gouvernance. Normalement, ce que vous faites lorsque vous envoyez les EDA ou lorsque vous faites une transaction sur la blockchain, vous signez au fait la transaction. Vous dites que c'est réellement moi qui euh, ai posé cette action-là. C'est ainsi que les différentes clés de gouvernance aussi fonctionnaient. Parce que c'était des clés qui permettaient de déclencher une action sur la blockchain. Maintenant, chaque entité, en fonction des nombres de clés dont elle disposait, elle devrait valider ces différentes actions, notamment par exemple pour le cas d'un hard fork, il devrait valider. Et puis une fois qu'on a déjà atteint le quorum, donc le nombre de wallets, considérons seulement l'aspect wallet parce que c'est plus simple, c'est plus connu de tous. Donc une fois par exemple qu'on a déjà atteint 5 wallets sur les 7, là maintenant on peut dire que l'action peut passer et la blockchain va exécuter automatiquement. C'est un peu ça pour nuancer un peu. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que Honoré est satisfait de la réponse? Est-ce que tu as d'autres questions à poser? Oui, je suis un peu satisfait, mais du coup, il y a quelque chose qui vient de parler de hard fork. J'aimerais avoir des explications relatives à ça parce que ça devient un terme technique que je ne comprends pas bien. Merci. Voilà, donc si Boaz, tu essayes de parler, mais je pense qu'on ne t'entend pas. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Et voilà, quelqu'un pourrait expliquer ce que c'est qu'un hard fork, comment ça fonctionne? Honoré, s'il te plaît, tu peux continuer. Euh, je pense qu'on aurait voulu savoir c'est quoi un hard fork. Oui, exactement. Je voulais dire Paul, s'il te plaît. Paul. Oui. Ah, ok, d'accord. Merci, madame. En fait, les hard forks, c'est une modification irréversible qui est exécutée au niveau de la blockchain. Vous voyez, en général, lorsqu'on conçoit, parce que la blockchain, c'est comme un logiciel, c'est comme Word, c'est comme Excel, c'est comme des choses comme ça. Maintenant, lorsqu'on fait des modifications, il y a toujours des versions donc, de la blockchain qui existe. Lorsqu'on fait hard fork, c'est-à-dire qu'on a apporté une modification de sorte qu'on ne peut plus revenir en arrière, mais également c'est une modification majeure. Et donc, ça apporte des nouvelles choses. Vous voyez, par exemple, comme on veut quitter de l'ère Shelley et vers l'ère Voltaire, c'est-à-dire qu'on va devoir modifier complètement la structure de la blockchain Cardano qui était basée sur les différentes clés de gouvernance. Maintenant, on va faire des modifications de sorte que ces clés-là soient détruites complètement et qu'elles ne puissent plus exister. Donc, on ne peut plus revenir à l'état où on avait les clés. Là, maintenant, le système sera gouverné plutôt par les différentes actions de gouvernance qui ont été expliquées ici précédemment. Et donc, pour faire simple, c'est juste une nouvelle version, mais une nouvelle version majeure et irréversible. Voilà un peu. D'accord. Merci beaucoup pour cette explication. Boaz, je ne sais pas ce qui se passe avec ton micro, mais on ne t'entend pas. Voilà, nous allons continuer. S'il y a des gens qui ont toujours des questions, il nous reste 10 minutes et nous allons utiliser 5 minutes pour faire le quiz. Après quoi, on va se dire au revoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un a des éléments d'appui? Vous voulez ajouter quelque chose à ce qui a été dit? Vous avez la parole. Vous levez juste la main et on vous donne la parole. D'accord. Donc, il se pourrait que nous ayons de telles réunions. Je vous rappelle que cette réunion est organisée directement par Intersect.
nous sommes battus vraiment pour que la communauté francophone puisse avoir un espace comme celui-ci pour s'exprimer, pour permettre aux uns aux autres d'avoir leur mot à dire, de comprendre aussi. À travers cette réunion d'aujourd'hui, il y a eu des thèmes qui ont été, des éclaircies qui ont été données. Les gens ont entendu des choses, des termes pour la première fois. D'autres ont eu une connaissance approfondie. Et au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que votre connaissance de la gouvernance de Cardano, telle qu'elle se présente maintenant, va beaucoup, beaucoup s'améliorer. Nous sommes tous là, on est toujours dans le processus d'apprentissage parce que, comme on l'a dit, les choses changent chaque fois. Vous avez vu les différentes ères qu'on a parcourues et maintenant on est au stade, en fait, la dernière qui est Voltaire, où on parle de la gouvernance vraiment, gouvernance décentralisée, une situation où tous les membres de la communauté ont leur mot à dire. Et effectivement, Boaz a parlé des DIREP et c'est à travers les DIREP que la communauté fait entendre sa voix. Donc, oui, la question avait été posée s'il y avait un DIREP ici au Burkina Faso. Non, pour l'instant. Je suis toujours en train de contempler s'il faut. Bon, je pense que là, je suis déjà partante pour devenir DIREP, mais j'ai toujours des éléments. Normalement, Boaz m'avait promis de m'aider dans le processus et je pense que je vais voir. Alors, donc, vous avez entendu dire que c'est pas, il n'y a pas de limite, tout le monde peut devenir DIREP. Et comment ça se passe? Il y a des gens qui se constituent individuellement, mais il y en a également qui se constituent en entité. Par exemple, au niveau de Goma, je crois, si je ne me trompe pas, c'est le Goma Hub qui est un DIREP. Je ne sais pas si c'est une personne individuelle qui est DIREP là-bas, mais vous pouvez vous constituer en individu en tant que DIREP. Vous pouvez également être DIREP avec une entité, une entreprise peut être un direct, ou bien un groupe de personnes peuvent se mettre ensemble et créer un direct qui ne porte pas forcément le nom d'une personne qui n'est pas représentée par une seule personne. Et la condition pour être direct, il y a une petite condition qui est attachée, c'est à... Ok, c'est tout Goma. Ça, c'est très bien que c'est tout Goma qui est direct. Et je pense que c'est une très, très bonne chose, cet esprit de collaboration-là. Ça fait que dans la communauté, si on dit, OK, il y a quelqu'un qui veut peut-être introduire une action de gouvernance, tout Goma est derrière la personne. Donc, c'est très important. Peut-être au Burkina Faso, nous allons essayer aussi de faire ça. Et voilà, donc j'expliquais que tu peux être individuellement direct, OK, et faire la publicité pour que les gens puissent venir te déléguer leur aide. Et tu peux également, des groupes de personnes peuvent se constituer. Il y a des gens qui, je pense que c'est récemment quand je suivais un espace sur X, il y a des gens qui ont posé le problème, une question à Charles Hoskinson, qui est le fondateur de Cardano, à savoir pourquoi la condition financière derrière la souscription pour être indirect. Et il a expliqué que, bon, si ça pose problème, les gens, un groupe d'amis, un groupe d'individus peuvent se mettre ensemble à cotiser le fonds nécessaire qui s'élève à 500 EDA et se constituer en direct et faire entendre leur voix. Donc, c'est possible. Cela ne devrait pas limiter les gens. Et je salue vraiment l'initiative de Goma d'avoir un direct qui représente toute la communauté, un seul direct. Et je vais expliquer quelque chose en disant que l'esprit de collaboration, c'est quelque chose qui marche beaucoup dans l'écosystème de Cardano. Donc, si tu veux évoluer en solo, il te faudra beaucoup de temps, il te faudra beaucoup d'énergie. Mais quand tu collabores avec les autres qui ont déjà qui ont déjà initié certaines choses, ça devient plus facile. Voilà. Ok, je ne vais pas trop parler. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un dernier mot à dire. Boaz, tu aimerais dire quelque chose avant que je ne lance le quiz? Honoré? Allô? Je ne sais pas si vous me captez là. Oui, Boaz, on t'entend très bien.
Bon, comme je n'ai pas été tout juste au début, je n'aurais pas beaucoup plus à dire. Seulement, je nous encouragerais que nous puissions continuer à s'être lancés parce que ça dépend de nous ici. En parlant de nous, je parlais de la communauté francophone. Si on n'est pas là, on ne saura pas qu'on est là. Mais voir aujourd'hui, on est arrivé à 22 participants, c'est quelque chose d'énorme et qui peut nous permettre à faire écouter notre voix pour nos communautés. Merci beaucoup et bienvenue à la prochaine session. Laurentine, si vous parlez, votre micro est désactivé. Ah oui, justement, je disais que oui, effectivement, il y aura d'autres sessions, il y aura des sessions prochaines et on comptera toujours sur la participation de tous. Merci beaucoup, Boaz. Merci à la communauté de Goma. Merci à la communauté du Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et bien d'autres. Je pense que Martin voulait parler. Martin, tu peux prendre la parole pour quelques minutes avant qu'on ne lance le quiz. Martin, tu avais levé la main. Ok, Olivier, c'est plutôt Olivier, autant pour moi. Oui, Olivier, tu Oui, peux prendre la parole. merci. Merci. Vous pouvez m'entendre, s'il vous plaît? Oui, oui. Oui, en fait, je tiens à vous remercier beaucoup, surtout pour cette session et pour cette grâce que vous nous fournissez en tant que communauté francophone. Et en tout cas, ça nous construit beaucoup, ça nous instruit beaucoup. Alors, j'aimerais peut-être proposer une chose ou demander quelque chose avant que nous faisions clore. C'est peut-être, quand vous dites qu'il y aura des sessions, et s'il y a moyen que vous puissiez peut-être nous fournir, supposons un jour, un calendrier vraiment bien établi où nous pouvons savoir chaque fois, nous disons non, tel jour, je serai dans la session, parce que c'est vraiment important. Merci. Ouais, tu as raison. Tu as raison. Merci beaucoup. Et je vais y travailler. Je pense que je vais discuter avec Ivo et voilà, on va essayer d'en parler pour voir. Mais je dis bien, il se pourrait que il y ait comment on appelle ça? Catalyste. Non, pas catalyste. Il y a un temps pour les francophones avec Intersect. Donc, c'est en cours de discussion et on verra bien ce que ça va donner. Donc, avec cela, on aura un calendrier bien établi. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a la main levée? Non? OK. À ce stade, je pense qu'on peut passer au quiz. Tout le monde peut participer. Sauf moi, bien sûr, parce que c'est moi qui ai élaboré les deux questionnaires. Et OK, vous êtes prêts pour le quiz? Je peux lancer?